Je le sais, bande de coquinous, comme moi vous êtes de grands passionnés d'histoire. Les Français sont de grands passionnés d'histoire et pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre dans n'importe quelle maison de la presse, parce que dans n'importe quelle maison de la presse, on peut trouver des tonnes et des tonnes de revues d'histoire. Il y en a pour tous les goûts, des histoires de guerre, des histoires d'antiquité, voilà, l'histoire, Historia, et puis bien sûr, Secret d'histoire, avec Stéphane Bern. Suivez-moi. Derrière moi, vous pouvez voir une statue dédiée aux ouvriers de la soie, c'est la statue de Jacquard, l'inventeur des métiers Jacquard. En France, l'histoire est très présente dans les paysages, elle est très présente dans le débat public, à l'école, mais bien sûr à la télévision. Vous connaissez sans doute Secret d'histoire, l'émission de Stéphane Bern, une émission qui fait la part belle aux grands hommes et aux détails de leur vie. Et pourquoi la raison d'État oblige-t-elle Napoléon à divorcer de Joséphine? Tu ne m'aimes plus. Vous connaissez aussi peut-être L'ombre d'un doute avec Franck Ferrand qui lui s'intéresse au mystère de l'histoire sur France 3. Le grand dossier que nous ouvrons ce soir est un dossier tabou. Là par exemple, le dossier tabou c'est la Vendée, Robespierre et sa légende noire. Des sujets qui loin d'être tabous sont au cœur de l'imaginaire et de la rhétorique royaliste et réactionnaire depuis 200 ans, mais qui trouvent ici leur place sur le service public, c'est formidable. Dans ces émissions, la Révolution est souvent horrible, brutale, alors que l'Empire et l'Ancien Régime sont décrits comme des périodes formidables qu'on est invité à admirer, à fantasmer. Le passé fantasmé, c'est souvent, c'était mieux avant. C'est-à-dire, avant, c'était harmonieux, il y avait une cohésion dans la société. Ça, c'est ce qu'on retrouve un peu chez tous les historiens médiatiques. J'assume cette dimension de la belle légende qu'il faut mettre en valeur et qui permet à tout le monde de se retrouver. Ça fait partie des missions de l'histoire aussi, d'offrir des valeurs communes aux gens. Alors non, l'histoire c'est une science et un moyen d'atteindre la connaissance, la compréhension de ce qui a fait que les choses ont changé dans un sens plutôt que dans un autre. L'histoire c'est la science du changement, c'est une méthode et autant vous dire qu'expliquer tous les changements par des détails biographiques de la vie des grands hommes, ça n'est pas exactement la méthode préférée des historiens professionnels. Par ailleurs, vous nous dites quand parlerez-vous des pauvres etc. Je pense que c'est très précisément ce dont est en train de... c'est ce qui explique la mort de l'histoire dans une partie du public. On a une histoire dématérialisée, une histoire qui est désincarnée. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous remettons de la chair, du sang, de la vie dans Et les ces trois choses. passions humaines, l'amour, le sexe et l'argent. Le monarque absolu multiplie les conquêtes, tant sur les champs de bataille que dans son lit. Louis XIV est très joli garçon. Donc oui, cette histoire des grands hommes, les pauvres en sont exclus. Le récit part toujours du principe que les grands changements ont été faits par les grands décideurs. La populace est placée dans une position de passivité, ces épisodes de résistance sont tus ou racontés sous un jour sinistre. Mais on peut faire une autre histoire que l'histoire des grands hommes, on peut faire une histoire des institutions. Pour ça, il faut étudier les modes de production, les rapports de classe, et c'est en faisant ce genre d'études qu'on peut comprendre par exemple pourquoi c'est ici, sur les pentes de la Croix-Rousse, qu'est née la justice prud'homale, par exemple, dans la foulée de la Révolution française. Parce que je me trouve ici dans un haut lieu de la tradition ouvrière. Ce qui s'est passé ici même a donné matière à penser à Karl Marx, à Proudhon. Le premier conseil des prud'hommes est donc créé ici par Napoléon pour répondre aux enjeux spécifiques de l'industrie de la soie, mais c'est aux canuts et à leur lutte qu'on doit le fait que ces conseils soient devenus paritaires. Coopérative, mutualisme, presse ouvrière, la Croix-Rousse a été un des hauts lieux d'inventivité du mouvement ouvrier. Nous tisserons le linceul du vieux monde et l'on entend déjà la révolte qui gronde. Et en plus d'avoir en France des auteurs et un public pour l'histoire, on a évidemment une tradition historique, une tradition de chercheurs, très marquée par le marxisme, qui va expliquer les changements politiques par les changements de mode de production. On peut se poser bien d'autres questions que celles relatives à la quéquette à Napoléon. On peut se demander qui produit quoi, comment, avec quels outils, est-ce que ça fonctionne, comment vont les récoltes, est-ce qu'il y a des famines, est-ce qu'il y a de la misère, si oui, chez qui, chez les paysans, en ville, et quelles conséquences ça a. Il est intéressant de voir que quand la pauvreté, par exemple, a explosé dans les villes à la fin du Moyen-Âge, eh bien, les sergents dans les villes se sont mis à chasser les pauvres, à les punir. C'était des gens en armes, c'était les gendarmes, c'était les ancêtres de la police, dont on voit quand on regarde les origines qu'elle est en effet un outil de contrôle social. Et pour sortir un petit peu de l'histoire dominante, si ça vous intéresse, je vais vous proposer 3 bouquins, à commencer par Les luttes et les rêves de Michel Zancarini-Fournel, un bouquin qui revient sur le rôle des classes populaires, sur le rôle des luttes minoritaires, parce qu'en effet, ce sont souvent les marges qui forcent le centre à se réinventer, à trouver des solutions, même quand les révolutions, même quand les mouvements ouvriers ont été vaincus, écrasés ou trahis, il en est resté quelque chose, et même si les Gilets jaunes n'arrivent pas à faire démissionner Macron, il y a de fortes chances qu'ils forcent quand même le pouvoir à se réinventer.
Je vous propose ensuite une autre histoire populaire de la France, celle de Gérard Noiriel, de la guerre de 100 ans à nos jours. Gérard Noiriel revient sur l'histoire de la domination et l'histoire de la formation de cette nation française. Dans la foulée de l'histoire populaire des États-Unis d'Howard Zinn, Zancarini, Fournel et Noiriel nous invitent à redécouvrir une histoire dans laquelle nous, le peuple, la masse, les petits, n'avons pas été passifs. Une histoire dans laquelle nous ne sommes pas contentés de voir défiler les empereurs, les rois et les présidents. Nous avons résisté, inventé, fait avancer des idées démocratiques et sociales sans attendre les grands hommes et surtout en leur tenant tête. On est là, on part pas, on reste. Et pour contrebalancer par exemple une histoire des grands hommes, on peut faire aussi une histoire des grandes figures, mais des figures du mouvement ouvrier. C'est ce que faisait le Métron, et c'est sur le Métron que revient Voyage en terre d'espoir, un bouquin d'Edoui Plenel. Abonnez-vous, c'est... Voilà. Et sans cette perspective, il devient dur de comprendre les métamorphoses du passé ou les soubresauts de l'actualité. Et de fait, que fait-on quand, comme aujourd'hui, l'actualité nous désoriente? Que font les journalistes qui doivent composer des plateaux et expliquer ce qui se passe? Eh bien, ils font appel à des historiens. Des historiens comme Noiriel. Il peut être amusant de noter que Gérard Noiriel, qui vient du prolétariat, qui est donc plus sensible que d'autres à la culture ouvrière, a été un des premiers, avec Édouard Louis, à noter le mépris de classe qui régnait, y compris à gauche, quand a démarré le mouvement des Gilets jaunes. Il a fait avant les autres le pari d'y voir la manifestation nouvelle de cette volonté des dominés de porter la question sociale et démocratique. Et c'est toujours un peu la même histoire. D'un côté, on a ceux qui produisent des discours pour que rien ne change, à l'abri dans des palais, et de l'autre côté, on a ceux qui, pour gagner de la dignité et des droits, mettent leur corps et leur vie en danger. Or, ceux-là, quand on a un peu de culture historique, on sait que c'est à la gauche de les soutenir, que c'est dans l'histoire de la gauche que leur récit s'écrit. On l'a déjà dit, aujourd'hui, les Gilets jaunes mobilisent des références propres à la Révolution française, et c'est pas pour rien, parce qu'ils ont en face un président qui lui aussi mobilise des références historiques, celles des grands personnages, celles de la domination, celles de l'État, celles de la monarchie. Et le fait qu'aujourd'hui, parmi les forces en présence, du côté de Macron comme du côté des Gilets jaunes, on se dit ni de droite ni de gauche, montre bien que la gauche n'a pas été capable de transmettre cette culture de la lutte des classes, de transmettre ces identités collectives et cette histoire. La compréhension des grands mouvements de l'histoire est un élément clé pour se situer politiquement, pour se latéraliser comme on dit. Se souvenir de ça aiderait sans doute les Gilets jaunes à s'orienter à l'heure de tous les confusionnismes, et ça aiderait aussi peut-être la gauche à mieux lire le mouvement. Transmettre cette vision de l'histoire, c'est ce que font Mathilde Larère et Laurence Decoq sur Mediapart. Abonnez-vous. Mais vous pouvez retrouver Mathilde dans Arrêt sur Image également, et Le Média également, son émission sur l'histoire que je vous conseille. On voit bien là que les médias de gauche s'emploient enfin à opposer à Stéphane Bern et à Franck Ferrand une autre manière de vulgariser l'histoire, quand on sait que Le Média essaie de rester proche des Gilets jaunes et que c'est un des rares médias qui ne soit pas complètement rejeté par le mouvement des ronds-points, on se dit que tout n'est pas perdu. Et ça pourrait aider la gauche aussi à vérifier, à tester l'hypothèse qu'avait formulée Daniel Schneiderman. On est peut-être là face à un des premiers mouvements populistes européens à ne pas se structurer autour de la question de la xénophobie. Et ça, c'est peut-être une occasion à ne pas laisser passer, une occasion historique. À lundi prochain.